Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Au sommaire, des agriculteurs mécontents des ravages de la Charca et puis ce climat nauséabond dans la course camarguaise. En fin de journal, un retour sur l'aglo au rythme du jazz. C'est terminé, mais ça swing encore sur Télémiroir. Et puis le rendez-vous politique à l'issue de ce journal, c'est avec France Jamais qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir. Et qui est tête de liste pour le Front National aux prochaines élections régionales. Bonsoir à toutes et à tous. On débute ce journal au chapitre agriculture avec les arboriculteurs et les agriculteurs gardois qui ne décolèrent pas, touchés de plein fouet par la crise qui touche leur secteur. Ces derniers ont initié vendredi dernier un mouvement de protestation et entamé ce lundi une occupation de l'agence de l'INRA à Manduel. Ces derniers reprochent à l'Institut national de la recherche agronomique de ne pas avoir su gérer le virus de la Charca et réclame d'aujourd'hui une indemnisation. Nicolas Pinchino les a rencontrés. Depuis très longtemps, il y a un dossier Charca qui perdure, où aucun règlement n'a été trouvé à ce jour. Ce qui a déclenché un peu notre venue aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé vendredi au château de Campuget, où un huissier, sur l'ordre de l'INRA, est venu saisir le stock de vin. La Charca, une maladie qui se propage très vite et s'attaque aux pêchers et abricotiers, est en train de mettre à mal les producteurs. Non pas sur leurs exploitations, mais sur le terrain administratif qui les oppose à l'INRA, qui aurait à mener cette maladie pour ses recherches. Il y a 15 ans, au château de Campuget, la famille Dalle gagne au tribunal administratif face à l'INRA et obtient une indemnité pour l'arrachage de ses arbres. Mais l'Institut de recherche agricole n'a pas l'intention d'en rester là et porte l'affaire devant le Conseil d'État. Retournement de situation, Campuget doit rembourser l'indemnité versée. Sont arrivés chez moi huissiers et gendarmes devant les salariés et quelque chose qui fait particulièrement mal. Alors, l'INRA dira peut-être que le droit était avec lui. Aujourd'hui, la famille Dalle, qui a beaucoup investi pour transformer l'activité arboricole dans la viticulture, ne peut pas respecter la décision du Conseil d'État. On a aujourd'hui mis 2 recours. Un recours pour cette erreur matérielle. Le Conseil d'État ne peut pas dire que nous ne sommes pas voisins, ou à tout le moins il devrait motiver les conséquences de cela. Et l'autre chose, c'est qu'on a attaqué l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour que, tout simplement, l'évidence soit reconnue et l'injustice réparée. Ils étaient donc une trentaine cet après-midi à investir le centre INRA avec la ferme intention d'occuper les locaux et obtenir une table ronde à Paris. Essayer d'avoir quelqu'un au téléphone à Paris. Nous, on a tous les discours qu'il faut pour faxer tous les documents, il n'y a pas de souci. Donc nous, on ne partira pas d'ici puisqu'on vient de fermer votre centre aujourd'hui. Des arboriculteurs drômois étaient également présents puisque le problème est identique dans la vallée du Rhône. Bien sûr, dans la Drôme, c'est le même. Les foyers de Charca se sont toujours développés autour des centres INRA. Une nouvelle action du monde agricole qui, en cette période de crise, semble être plus gravement touchée que d'autres secteurs, quand les primes et aides européennes sont-elles en diminution. Un souci de plus pour les agriculteurs donc, et puis on l'a évoqué dans Miroir des Sports il y a un instant, ça se passe pas très bien dans la course camarguaise, une discipline sportive, une tradition, une culture, mais qui a aussi ses mauvais côtés, Christophe. C'est une affaire qui risque en effet de faire parler dans le milieu de la bouvine. Cet après-midi, le raseteur Benjamin Villard, qui n'a pas participé hier à la seconde partie de la course camarguaise organisée à Lunel, a déposé une plainte à la gendarmerie de Bellegarde au même titre que son tourneur Gilbert Mata. Le raseteur affirme avoir été agressé dans les vestiaires par Sabri Alouani. Toujours selon Benjamin Villard, d'autres raseteurs ont profité de cette altercation pour lui donner des coups avant qu'Adil Benafitou et Adrien Poujol ne viennent séparer les raseteurs impliqués dans cette bagarre. Un incident qui n'a pas laissé insensible le président de la Fédération française de course camarguaise, Henri Itier, que nous avons rencontré cet après-midi. Effectivement, vous avez raison quand vous dites il y a quelque chose dans le système qui ne va plus. Je crois qu'il y a vraiment... on peut parler presque de haine entre eux. On n'a jamais atteint un seuil comme ça en course camarguaise. Dieu sait s'il y a toujours eu des différends. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu des... Même si la journaliste aujourd'hui... Je ne citerai pas à l'air de dire que, ma foi, c'est comme à l'ancienne, c'était un temps, aujourd'hui on n'en est plus là.
On a tous intérêt, au contraire, je crois, à donner une image beaucoup plus professionnelle que ce que l'on véhicule actuellement. Et c'est catastrophique, c'est désespérant. Les gens vont voir une course le dimanche parce qu'ils veulent vivre leur passion, parce qu'ils veulent vivre des moments d'émotion, parce qu'ils veulent se détendre, et c'est pas pour aller voir des types s'insulter, se battre. Quand même hier, encore une fois de plus, pour l'instant je ne prendrai pas parti puisque je n'ai pas les éléments pour le faire, mais Benjamin Villard est quand même parti à l'entracte. Alors ceux qui ont payé ont été privés de Villard aussi en deuxième partie. Enfin, c'était insupportable des situations pareilles. J'étais pas à la finale du Trophée des As comme beaucoup ont pu le remarquer, pour des raisons que tout le monde sait, bien sûr. Mais en contrepartie, bon, alors il semblerait qu'il y ait eu un différend aussi au moment de la remise des prix entre Sabri Alouani et Benjamin Villard. Donc il se dit beaucoup de choses. Alors est-ce que là, la sanction de Julien Ouf intervient dans cette altercation d'hier? Honnêtement, ça peut effectivement jouer. Mais bon, je n'ai pas les preuves concrètes pour l'assurer. Ce n'est pas la première fois, Président, que cette saison, il y a ce type de fait. Et pour l'instant, ça n'a rien donné en termes de sanctions particulières. Bien sûr, ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a eu Beaucaire, je veux dire, c'est pas la peine de se voiler la face, tout le monde le sait. Hein. Donc il y a eu Beaucaire, plus des petits incidents qui surviennent régulièrement le dimanche dans des vestiaires ou en piste, avec des mots, des menaces, etc. Bon, on le sait, malheureusement, et encore on ne sait pas tout, mais malheureusement, on n'a jamais concrètement des rapports qui nous permettront d'intervenir. Et nous le ferons. Si on a les éléments pour le faire, qui que ce soit, nous prendrons des sanctions. Et alors, là, aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui disent qu'il ne faut pas de règlement, qu'il ne faut pas de commission de discipline à une fédération telle que la nôtre, et bien qu'ils me donnent les solutions, justement, pour arrêter cette hémorragie, sur laquelle il faut que maintenant on soit capable d'intervenir, qu'on ait une véritable volonté de prendre des mesures, parce que, bon, c'est inqualifiable. Inqualifiable, j'en discutais encore tout à l'heure avec des aficionats qui étaient hier sur Lunel, et qui sont catastrophés d'avoir cet état d'esprit. Et on rappelle peut-être, Christophe, que Sabri Alouani est le vainqueur cette année du championnat de France pour la 9e fois, si je m'abuse, 9 titres. Donc c'est certainement un des plus grands rasoteurs de l'histoire de la course camarguaise. Et puis Benjamin Villard et son second Benjamin Villard, qui est second depuis plusieurs années, certainement un des rasoteurs les plus prometteurs, les plus spectaculaires. Voilà, et donc c'est bien dommage que les deux principaux compétiteurs, les deux rivaux se retrouvent comme ça au milieu d'une affaire qui pourrait avoir des conséquences graves et qui en a d'ores et déjà en termes d'image. En effet, et cette affaire ne laisse d'ores et déjà pas insensible du côté des aficionats. La coupe est pleine. Cet après-midi, l'Union des aficionats a adressé un courrier au PDG de Midi Libre pour s'émouvoir des propos tenus par la journaliste Dominique Azéma pour rendre compte de l'incident survenu hier. Je cite, « Nous voilà revenus à la belle époque où l'on savait laver son linge sale en famille ». Cela a été publié ce matin dans le quotidien. L'Union dénonce dans ce courrier ce qu'elle appelle le lynchage de Benjamin Villard. Je cite encore la lettre de l'Union. Ce courrier correspond au ressentiment d'une majorité d'aficionats qui, certainement par dégoût, ne prennent même plus la peine de vous écrire. Si ces articles devaient perdurer, nous pensons que votre page camarguaise serait de moins en moins lue et votre journal de moins en moins acheté. Et Christophe, c'est vrai que nous ne faisons pas de commentaires ordinairement sur les propos tenus dans les éditoriaux de nos confrères, mais nous avons été nous-mêmes assez surpris de ce commentaire et de cet éditorial de Dominique Azéma ce matin dans Midi Libre qui parle de laver du linge sale alors qu'apparemment il s'agit d'une bagarre avec contusions multiples et dépôt de plainte à la sortie. Je ne sais pas si on lave le linge sale comme ça dans votre famille, mais pas chez moi dans tous les cas. Allez, on enchaîne avec aujourd'hui à la salle du bureau communautaire de Nîmes Métropole, à l'hôtel d'agglomération, la signature aujourd'hui d'un accord cadre de coopération pour une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que des conventions d'application de l'accord cadre relative au domaine de l'eau et de l'assainissement, un acte auquel Alain Bonnet a assisté. Un accord de partenariat a été signé entre Nîmes Métropole, le syndicat du Vistre, celui de la Vistrinque, ainsi que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ce lundi 26 octobre, afin de mettre en œuvre un programme de gestion des milieux concertés, de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle du territoire de l'agglomération. Plusieurs problèmes à l'ordre du jour, celui de l'assainissement par exemple, qui est loin d'être résolu.
En matière d'assainissement, d'une manière générale, les équipements d'assainissement se réalisent ou sont pratiquement tous réalisés, donc on est en bonne voie. Par contre, il s'agit de redonner aujourd'hui un fonctionnement normal à l'ensemble des milieux aquatiques, conditions qui ne sont pas aujourd'hui réalisées. C'est ce qu'on appelle le bon état écologique. Dans le cadre de la Vistrinck, l'arrachage pose souci en matière de ruissellement. Les territoires qui passent à la friche, par exemple à la suite de l'arrachage des vignes ou de leur abandon pour l'agriculture, peuvent poser problème en ce sens qu'ils contiennent des reliquats d'azote et de phosphore, et lorsque l'on est au-dessus de la nappe d'eau de la Vistrinck, eh bien, il y a des risques de migration de ces produits vers la nappe. Donc. Les travaux ne font que commencer et 2010 sera une année décisive et importante concernant la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que l'assainissement. On ne fait que démarrer là, c'est sûr, puisqu'il nous faut rendre, dans le cadre du Vistre, une eau de baignade. Donc nous, déjà, au niveau de la communauté, de la station d'épuration de Nîmes, nous avons déjà des projets importants pour essayer de canaliser les eaux et puis de rendre les milieux aquatiques. Ce que souhaitent les différents acteurs de cette démarche, c'est avant tout de pouvoir répondre aux objectifs ambitieux de la directive cadre visant à atteindre en 2015 le bon état général de l'eau dans son ensemble. Et puis, un mot de politique de l'autre côté du Rhône, la préparation du scrutin régional avance. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le MoDem et le Parti communiste ont confirmé leur intention de ne pas effectuer de rapprochement avec les socialistes dès le premier tour. Selon nos confrères du quotidien La Provence, la liste MoDem en PACA pourrait être conduite par François-Xavier de Peretti-Pierre-Paul. Et du côté du Parti communiste, on a beaucoup discuté ce week-end à Paris de la position du parti pour le premier tour, voire le deuxième des élections régionales prochaines, bien sûr. Décision apparemment a été prise de monter une liste à gauche avec le front, faire reconstituer le front de gauche qui s'était déjà mis en place pour les élections européennes avec le parti de gauche, voilà, de Jean-Luc Mélenchon, je vais y arriver. Ici, en Languedoc-Roussillon, on sait que certains élus communistes sortants, qui font partie de la majorité actuelle de Georges Frêche, seraient plutôt partisans, eux, de reconduire dès le premier tour cette union. Il y aura notamment une réunion à Nîmes, ce sera jeudi soir, à l'initiative de Jean-Paul Boré, un des conseillers régionaux, vice-président de la région, qui serait plutôt partisan d'une alliance au moins au deuxième tour avec Georges Frêche. Et puis un retour au chapitre taurin, cette fois-ci dans un registre beaucoup plus calme avec la tenue ce week-end des deux festivals taurins traditionnels aux arènes de Rodilhan à l'initiative du club taurin Toros et Caridad. Caridad comme charité, une œuvre de bienfaisance donnée à l'initiative des aficionados gardois qui souhaitaient venir en aide à l'association La Clé. Du cœur de la générosité et de l'affition, c'était samedi et dimanche dans les arènes de Rodilhan. Je vous propose ce sujet signé par Alain Bonnet. Pendant 2 journées, le ciel est redevenu clément, laissant apparaître un soleil rayonnant dans le cadre d'un rendez-vous incontournable, synonyme d'affition et de solidarité. Pour la 2e année consécutive, le club taurin Quesargue y Toros, désormais rebaptisé Toros y Caridad, s'est établi aux arènes de Rodilhan où ont été proposés 2 festivals taurins organisés au profit de l'association La Clé, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer ou de leucémie. Plus de monde lors du festival dominical, mais une ambiance festive initiée dès le matin avec l'encierro des novillos dans les rues du village, un marché taurin ou encore un repas convivial partagé en plein air sur la place de la mairie. Samedi après-midi, ce sont les anciens vainqueurs de graines de torero qui se sont mis en évidence face au bétail français. Un vibrant hommage fut rendu à Patrick Oliver, premier vainqueur de l'épreuve et auteur d'une temporada prometteuse outre-Pyrénées. Avec style et autorité, le novillo gardois remporta la première oreille du week-end face à un exemplaire de Ferney. Une récompense qui est également revenue entre les mains de Vicente Cardo, qui s'est surpassé face au meilleur novillo de l'après-midi, crédité d'un tour de piste posthume. Un trophée encore pour Alejandro Rubio, dernier vainqueur de graines de torero, et qui a fait montre de son courage devant le dernier hérald de la ganaderie à Sévenol. Un cartel complété par Marc-Antoine Romero Segundo, qui a salué devant un exemplaire plus compliqué, alors qu'une Vuelta a été effectuée par Matteo Julian. 24 heures plus tard, 4 matadors de toros français entouraient un novier hollandais, qui s'est illustré tout au long de l'année.
En coupant la dernière oreille du second festival, face à un taureau fuyard de Salduendo, Mathieu Guillon, conseillé par Richard Millian, a communiqué aux spectateurs un toréo toujours très impliqué et une personnalité fort appréciée. Une oreille qui a également été remise à Lionel Rouff, Morenito de Nîmes, très technique devant le premier novillo de Ferney, ou encore à Julien Miletto, auteur des meilleurs muletassos de la journée, face à un exemplaire de Blowhorn. Un trophée également promené par Jonathan Verrune, fort élégant face à un novillo de galon, alors que 2 pavillons récompensaient la faine très engagée d'un autre toreur hollandais, Julien Lescarré, face à un taureau du Scamandre. Des gestes, du monde et du bonheur propres à donner le sourire aux organisateurs. On est soulagés, tout s'est très bien passé, on a eu beaucoup de réussite et on pourra, je pense, mettre un beau chèque à la clé. Et merci à tous les maestros, merci à tout le monde. On remet ça en 2010 ? On remet ça en 2010, ce sera notre 10e festival. Donc on aura, je pense, les maîtres qui nous ont tous aidés. Et puis sachez toujours au chapitre taurin que Patrick Oliver, qui a participé samedi au premier festival, a été grièvement blessé hier dimanche dans les arènes de Saragosse. Le novier gardois a reçu 2 coups de corne présentés comme graves de 10 et 15 cm à la cuisse droite. Et puis pour refaire le lien avec l'information que nous vous donnions tout à l'heure, nous avons appris que Nicolas Triol a décidé de démissionner de la Fédération française de la course camarguaise. Le président Henri Etier s'est dit étonné de cette décision de Nicolas Triol, décision apparemment motivée par l'incident qui s'est produit hier aux arènes de Lunel. Un mot rapide de football avec le départ cet après-midi du groupe du Nîmes Olympique qui va jouer demain soir une rencontre dans le cadre du championnat de France de Ligue 2. Les joueurs nîmois se sont envolés pour Ajaccio où ils joueront donc demain soir. 17 joueurs ont été retenus par Jean-Michel Cavalli. Très peu de changements dans le groupe nîmois, si ce n'est bien un seul joueur qui n'a pas été retenu par rapport à la formation de la semaine dernière. Paul Maisonneuve ne sera pas dans le groupe. En revanche, on note le maintien de Grégory Poirier ainsi que de Johan Bocconiano qui sera donc dans l'effectif retenu par Jean-Michel Cavalli pour aller défier demain soir Ajaccio, donc dans le cadre du championnat de France de Ligue 2. Voilà ce qui concerne le sport. Et puis maintenant, Pierre-Paul, on va passer un petit peu en guise de conclusion à ce journal à la page musicale avec la dernière soirée du festival. La dernière soirée, c'était vendredi soir pour l'algorithme du jazz. Ce n'est pas le dernier journal de ce festival. On aura un grand bilan chiffré, détaillé, musical demain avec bien sûr Nicolas Pachino. Il vous propose simplement ce soir de revenir sur cette dernière soirée de vendredi. Un très très beau concert de Kyle Soud Band. Quel style de jazz on va écouter là? Du jazz, du bon jazz, du jazz comme on l'aime, du jazz funky, du jazz mélodique, du jazz qui nous vient des États-Unis mais aussi de Londres. Et on sait à quel point l'Angleterre est une place dynamique en ce qui concerne la musique. Dernier épisode demain soir pour l'algorithme du jazz. C'était terminé vendredi, mais ça continue sur Téléméro et puis c'est à revoir également sur le site internet. Merci beaucoup Christophe Chez pour ce journal. On vous retrouve dès demain avec votre compère Patrick Mallet. Et puis dans un instant, le rendez-vous politique. Elle est à mes côtés, France Jamais. Elle trépigne déjà d'impatience. Tout à fait. Beaucoup le projecteur. À tout de suite. Merci encore à tous d'avoir suivi ce journal.